Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 22 septembre et c'est également le premier jour d'automne. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine et une nouvelle édition. Voici les titres. Nous irons à New York où se déroule la semaine de haut niveau du débat général des Nations Unies avec en parallèle des annonces de nombreux pays dont la France reconnaissant l'État de la Palestine. La 5e édition du Monaco Smart and Sustainable Marina, c'était ce dimanche et ce lundi. L'objectif, avoir des espaces portuaires plus respectueux de l'environnement. Nous recevrons à ce propos le directeur du Yacht Club de Monaco. Dans ce journal, le portrait de Marie-Alix Provence, la nouvelle adjointe au chef d'établissement du collège FANB. Focus sur l'Excello Center, situé à Fontvieille. Cette société propose une aide aux devoirs. La fermeture de la bibliothèque Louis Notari après 67 ans d'activité. Retour sur la soirée de clôture. La présentation d'un nouveau lieu de bien-être situé sur le boulevard Régnier 3, Yume, un studio qui propose, vous allez le voir, différentes pratiques pour apaiser son corps et son esprit. Et enfin, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a donné son concert d'ouverture ce dimanche à l'Auditorium Régnier 3. Le prince Albert II est en déplacement à New York en ce début de semaine. Mercredi, il s'exprimera à la tribune des Nations Unies dans le cadre de la semaine de haut niveau du débat général. On retrouve sur place notre correspondante Alexandra Pani pour développer les points phares de cette première journée. Bonsoir, oui, nous sommes à la veille de l'ouverture du débat général des Nations Unies et déjà plus de 150 chefs d'État et de gouvernement étaient attendus à New York ce lundi, ainsi que la presse, comme vous pouvez le voir derrière moi. Le matin, les États membres étaient réunis dès 9h pour célébrer les 80 ans de l'organisation, suivi de l'ouverture de la réunion de haut niveau sur le 30e anniversaire de la 4e conférence mondiale sur les femmes, un rendez-vous qui souhaite dresser le bilan des progrès accomplis depuis la conférence historique de Beijing en 1995. Mais le rendez-vous très attendu de cette journée sera finalement la reprise de la conférence sur la solution à deux États présidée par la France et l'Arabie saoudite. À cette occasion, un certain nombre de pays, au premier rang desquels la France, devraient reconnaître l'État de Palestine. Un grand nombre de pays, d'organisations internationales et humanitaires y participeront. Le prince souverain prendra lui aussi la parole à l'occasion de cette conférence. Je vous propose d'y revenir dans notre prochaine édition. Nous suivrons bien sûr cette actualité onusienne dans les prochaines éditions au fil de l'actualité. Revenons en principauté. Depuis plus de 10 ans, le Yacht Club de Monaco s'investit en matière de développement durable. Le Yacht Club organise par exemple le Monaco Energy Boat Challenge dans le domaine des bateaux à énergie propre, le Sea-Index pour évaluer les émissions de CO2. Le Yacht Club accueille également de nombreux événements tels que la 5e édition du Monaco Smart and Sustainable Marina. Alors qu'est-ce que cette manifestation qui s'est déroulée ce dimanche et lundi? Pour y répondre, nous sommes avec Bernard d'Alessandri. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'inviter. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Le Yacht Club accueille la 5e édition du Monaco Smart and Sustainable Marina. Qu'est-ce que cet événement tout simplement? Quel est le concept et l'objectif? Alors ça va dans la politique du Yacht Club où on soutient, vous savez, à travers un programme qui s'appelle Monaco Capital Advance of Yachting, on soutient toutes les activités nautiques de Monaco, parce qu'on pense que c'est une industrie, on pense pas, on est certain que c'est une industrie en devenir à Monaco, qui rapporte déjà plus de 1200 emplois, un chiffre d'affaires important, et qui est très représentatif aussi de notre principauté. Au bout de la 5e année, on supporte Smart Marina comme d'autres initiatives aussi. Au bout de la 5e année et après plusieurs autres événements qu'il faut citer comme New Energy Challenge, comme le Sea-Index ou d'autres événements, Monaco commence à se positionner comme une des places incontournables internationalement dans le monde du yachting. Nous avons des relations bien sûr avec nos membres puisque ce sont les propriétaires de bateaux, mais aussi à travers un Captain's Club, aussi à travers l'industrie, et c'est la plateforme incontournable du yachting, puisque dans quelques jours, maintenant, va débuter ce fameux Monaco Yacht Show, qui est un des plus grands salons du monde, et nous en sommes très fiers. C'est grâce à tout ce travail en équipe et ce travail de toute l'année, qui s'étend sur toute l'année, aussi bien sur la voile que sur le bateau à moteur et sur la transformation environnementale, que Monaco, peu à peu, se place d'une manière très importante dans les rendez-vous du yachting. Alors, vous parliez du Monaco Yacht Show, justement. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre le Monaco Smart and Sustainable Marina et le Monaco Yacht Show? Non, absolument pas, puisque là on parle de marina et le yachting ne peut pas fonctionner sans un écosystème qui l'entoure.
Le yachting, c'est une industrie du tourisme, une industrie de niche du tourisme, mais dédiée à une certaine partie du tourisme, que ce soit à la voile ou au moteur. Mais si on veut avoir des bateaux, et on présente, j'espère, dans le Monaco Yacht Show, il y aura des bateaux environnementaux ou qui font preuve d'efforts environnementaux, et il faut bien avoir les infrastructures à terre. Ça ne sert à rien d'avoir un bateau qui soit éco-responsable si vous n'avez pas l'infrastructure et pour l'entretenir, pour le maintenir ou pour l'accueillir simplement. Donc c'est tout à fait complémentaire. Et qui participe là à cette 5e édition ? Alors, cette édition est particulièrement fournie puisque, je le répète, maintenant on est un rendez-vous incontournable. On a une quinzaine de pays différents avec des représentants de chacun des gouvernements qui sont présents et qui travaillent avec nous tout au long de l'année et avec lesquels on a des échanges, on a des formations, on a énormément de collaboration. Tout à l'heure, on a assisté au discours du vice-ministre de l'Albanie. Je rappelle qu'on a signé un MOU avec l'Albanie il y a presque une dizaine d'années maintenant et que c'est un pays en voie de développement, un pays important de la Méditerranée qui connaît un grand succès. Et on avait été un des premiers, le Premier ministre El Irami était venu ici, avait rencontré le prince et dans ces lieux, on a signé un MOU avec eux il y a une dizaine d'années. Est-ce que vous avez remarqué qu'à l'international, cette thématique des marinas vertes concerne le monde entier ou finalement les marinas du monde entier s'en fichent ? Non. Aujourd'hui, plus personne ne peut ignorer la transformation éco-responsable et les efforts qui sont faits pour la planète. Nous avons mis très très longtemps à prendre conscience qu'il fallait faire quelque chose. Et nous ne sommes plus dans la prise de conscience, nous sommes dans les actes, puisque ici on propose des solutions pour diminuer le CO2, les différentes nuisances et reconsidérer différemment notre relation avec les océans, avec l'océan, avec sa faune et sa flore, ce qui est très important puisqu'on ne pourrait pas vivre sans ça. Et je pense qu'on voit les premiers signes d'ailleurs. Les premiers signes, et si on prend conscience aussi, c'est aussi grâce aux événements soudain et un peu inattendu quelquefois que la nature nous propose et qui nous font réagir. Dernière question, où se situe le Yacht Club en matière de développement durable par rapport aux autres yacht clubs à travers le monde ? Alors là encore, on s'applique, ça serait présomptueux peut-être de dire que nous sommes certainement dans les premiers. Je rappelle que le Yacht Club a la volonté depuis plus de 10 ans d'être un démonstrateur d'éco-responsabilité. Nous avons la réutilisation de l'eau, on utilise parfois l'eau 3 fois, ce qui fait des économies, et des économies d'eau, mais aussi des économies d'énergie, puisqu'on la réchauffe plus, ou moins, on perd moins de température. On a des panneaux solaires, on a basculé toute notre flotte en bateaux électriques. Ce qui n'est pas un bateau électrique, il y en a encore quelques-uns, sont tous au biofuel. Et on a un bilan qui s'améliore chaque année, un bilan éco-responsable qui s'améliore chaque année. L'ensemble du personnel, c'est-à-dire plus de 200 employés au club, sont soucieux de ça et ont pris conscience de ça et on y travaille avec beaucoup d'enthousiasme. Bernard d'Alessandri, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. À Monaco, le collège FNB a bien sûr fait sa rentrée comme les autres établissements, mais avec de nouvelles têtes, notamment au niveau de la direction, comme vous allez pouvoir le constater dans ce portrait réalisé par Christine Dapetit-Thomel et Lionel Bernardi. Ancienne professeure de SVT, Marie-Alix Provence est désormais adjointe au chef d'établissement et directrice pédagogique du collège FANB aux côtés de Franck Fontineau. Une nouvelle mission qu'elle aborde avec la même passion pour l'éducation et l'accompagnement des jeunes. J'ai été enseignante d'abord en collège pendant un peu plus de 15 ans. Puis ensuite, j'ai un poste que j'ai pris au lycée Albert Ier pendant environ 5 ans. Je suis enseignante d'SVT, donc pendant toutes ces années, j'ai eu tous les niveaux d'SVT, de la 6e à la terminale et terminale spécialité en SVT. J'ai pris mes fonctions à la rentrée en tant que directrice pédagogique du collège FNB, adjointe au chef d'établissement de cette institution.
Je suis en charge de tous les élèves et les enseignants du collège, du niveau collège. Je vais assister le chef d'établissement, Monsieur Fantino, pour l'institution et tout ce qui est administratif au niveau de l'institution. Et puis je vais surtout m'occuper de faire grandir nos élèves de la 6e à la 3e, de les faire grandir en tant qu'individus, de leur transmettre des savoirs, des savoir-être et surtout de leur montrer ce que c'est que de devenir des adultes respectueux les uns des autres. L'enseignement va sûrement me manquer à certaines périodes de l'année, mais je m'occupe toujours des élèves. Je suis toujours là pour leur bien-être. Je vais travailler dans leur parcours global et donc je vais pouvoir peut-être mieux les servir. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'enseignement et le fait de travailler avec des enfants ? Les merveilles qu'ils nous apportent, les merveilles d'ingéniosité, leurs yeux qui pétillent quand ils découvrent des choses, le fait de les rassurer, le fait d'être présent à leur côté et puis de les accompagner. Proche des élèves et attentive à leur parcours, Marie-Alix Provence entame donc un nouveau chapitre au collège FANB. Un nouveau défi pour la jeune femme. Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite pour cette année qui commence. Restons dans le domaine de l'éducation. Si vos enfants ont besoin d'aide pour réaliser leurs devoirs scolaires, rendez-vous à l'Excello Center à Fontvieille. Là-bas, 3 tuteurs dédient leur temps à une 50aine d'élèves allant de la primaire au lycée pour les aider dans leurs leçons. Explication dans ce reportage d'Alban Gingembre et Massimo Piantoni. C'est leur rendez-vous après l'école. Plusieurs fois par semaine, Eden et Stella se rendent à l'Excello Center. Pendant 1 heure, elles revoient les notions apprises pendant la journée avec leur tuteur. Alors, sur quoi on travaille aujourd'hui ? Les maths. Moi aussi. Pour s'avancer dans les devoirs, parce qu'à la maison, il y a toujours une distraction, du bruit et tout ça. Du coup, c'est mieux d'avoir un endroit calme et en plus, il y a des amis à moi, donc c'est mieux pour travailler. J'ai un peu de mal avec les maths surtout. Primaire, collège, lycée, tous les niveaux sont encadrés. Arthur fait partie des 3 tuteurs présents à l'Excello Center. Il accompagne les élèves dans toutes les matières qui demandent une attention particulière. Donc moins 2 au carré, ça fait ? Moins 4. Oui, 4, très bien. Comme on travaille avec des petits groupes d'élèves, de 4 à 5 grands maximum par créneau, par heure, de reprendre plus tranquillement et d'avoir peut-être un suivi plus personnalisé, plus attentif par rapport à une salle de classe où il pourrait être plusieurs dizaines. Et je pense que c'est surtout ça, le fait de les accompagner et de prendre point par point tout ce qui pourrait leur poser problème par rapport à ce qu'ils reçoivent comme information dans la semaine en classe ou du travail qu'ils ont parfois du mal à faire à la maison compte tenu des activités extrascolaires ou juste de l'ambiance à la maison qui n'est pas forcément toujours facile pour eux à assimiler à une ambiance de travail qui permet de faire de ce lieu une espèce d'espace intermédiaire entre l'école et la maison où ils peuvent respirer un peu mais travailler sérieusement quand même. En parallèle de l'accompagnement scolaire, l'Excello Center a récemment lancé son Coding Club, le but étant de faire découvrir aux élèves le monde de la programmation qui fait partie du programme scolaire. Hier, nous célébrions la journée mondiale d'Alzheimer, l'occasion de faire connaître la maladie, de lutter contre les préjugés et de soutenir les familles et les aidants. Plusieurs bâtiments de Monaco étaient hier au soir illuminés en violet, la couleur représentant la lutte contre cette maladie, à l'image du Palais Princier. Après 67 ans d'activité, la bibliothèque Louis Notari a définitivement fermé ses portes vendredi dernier. Une grande soirée de clôture était organisée dans cet établissement cher à tous les lecteurs de la Principauté qui se retrouveront prochainement dans la nouvelle médiathèque Caroline. Le récit de Sarah Nkari sur des images de Jean-Alexandre Dordet. Merci à vous d'être toujours présents et de nous avoir montré depuis ces dernières semaines autant de marques d'amitié. Et donc merci. C'est avec émotion que la directrice Béatrice Novaretti et toutes les équipes de la bibliothèque Louis Notari ont accueilli celles et ceux qui fréquentaient régulièrement cet espace devenu au fil des ans un véritable cocon. Ce lieu a été créé en 1958. Bon, je ne l'ai pas connu à ce moment-là, mais moi je suis arrivée en 1988. Donc ce sont énormément de souvenirs dans ce lieu. Je pense à des tas de personnes que j'ai rencontrées, de collègues, personnes qui sont passées aussi avant moi. Et de voir autant aujourd'hui de retours d'affection, les gens nous disent qu'on est un lieu important pour eux. On ne peut qu'être ému et touché. Voilà. Toute la journée, on a reçu des témoignages, des messages, et puis tous les gens qui sont là ce soir, des enfants. Voilà, il y a tous les âges. C'est totalement intergénérationnel. C'est ce qu'on veut faire de ce lieu.
Donc on ne peut être qu'heureux. Au programme de cette dernière soirée, rafraîchissement, karaoké, piste de danse avec DJ, mais aussi anecdotes à partager. Moi, la bibliothèque ici, j'ai révisé mon bac, j'ai révisé ça, j'ai donné des cours à des enfants. Donc oui, je venais souvent depuis très longtemps. Et Maxence, il fait plus la bibliothèque pour enfants et la ludothèque. J'aime bien parce que t'as plein de jeux et tu peux les essayer à la ludothèque. T'as des coins lecture et j'adore les bandes dessinées. Je venais très souvent, 2-3 fois par semaine. Et je prenais des livres aussi pour ma maman en gros caractère. Donc ça va beaucoup me manquer. Parce que c'est très convivial, on retrouve des amis et puis l'ambiance est magnifique. Tous les gens sont très sympas, tous ceux qui travaillent ici sont très agréables et très gentils. Dans quelques mois, la bibliothèque Louis Notari ainsi que la vidéothèque Sonothèque José Notari et la bibliothèque Princesse Caroline Ludothèque seront regroupées Promenade Honoré II dans une structure plus moderne de 2500 mètres carrés. C'est un projet de longue haleine mais qui se concrétise et je crois que personne ne sera déçu. On pourra même y passer la journée puisqu'après en janvier-février on va essayer d'ouvrir une cafétéria. Donc vous pouvez tout faire, écouter de la musique, des conférences, il y aura de tout, lire tranquillement, amener les enfants. Il y a des jeux puisque c'est aussi la ludothèque, tout est réuni pour des samedis d'enfer pour les familles. Il faut donc se quitter pour mieux se retrouver. 150 000 documents sont à déménager, sans compter le matériel informatique et autres fournitures. L'ouverture de la médiathèque Caroline est prévue le 11 décembre prochain. En attendant, les mordus de lecture ont constitué leur stock. Depuis quelques semaines, un nouveau lieu de bien-être a ouvert ses portes à Monaco, situé sur le boulevard Régnier 3. Yume est un studio qui propose différentes pratiques pour apaiser son corps et son esprit. Un reportage signé Alban Gingembre et Alexandra Paolini. Trouver un équilibre entre le corps et l'esprit, c'est ce qui est de plus en plus recherché quand on fait du sport, et ça passe par des disciplines tendances comme le yoga, le pilate ou la méditation. Ce studio holistique propose des soins et du coaching pour une reconnexion avec soi. On propose du pilate réformeur et du pilate au sol. Donc pilate réformeur, ça va être des exercices de renforcement musculaire sur machine avec des résistances, donc on peut adapter en fonction des niveaux, etc. Qui est hyper complémentaire avec une activité physique régulière qui soit tout autre. Et on fait aussi du coup du pilate au sol, donc pareil, mais sur tapis. Et on fait également d'autres pratiques comme du yoga, du ballet bar, du renforcement. On propose aussi beaucoup de yoga différents, donc du yin, du vinyasa. On fait aussi du yoga intuitif, donc c'est selon les humeurs, les saisons, la lune. Donc ça fait beaucoup de bien au niveau du stress, au niveau évidemment aussi de la posture, relâcher les muscles, juste se sentir bien. C'est aussi très important de prendre soin de son esprit. Yume pour rêve en japonais, ces deux sœurs ont imaginé ce studio comme un sanctuaire. Une dizaine de coachs donnent des cours pour tous les niveaux. On a déjà des clientes fidèles qui viennent prendre leur matcha au café, après elles ont leur cours. Elles nous disent que déjà quand on entre, elles sont très apaisées. Et c'est ça qu'on voulait transmettre au travers du design qui est très épuré, et un peu une sensation de cocon où on se sent bien. Et que même si on va faire un cours de sport assez intense, au moins on se sent bien quand on ressort. Ouvert du lundi au samedi, Yume accueille le public pour un café, un moment de détente ou un cours de sport. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a ouvert sa saison ce dimanche à l'Auditorium Régnier 3, sous la baguette du directeur artistique et musical Kazuki Yamada pour sa dernière saison avec l'OPMC. Au programme donc Camille Saint-Saëns, Richard Strauss avec le soliste violoncelliste Pablo Ferrandez, reportage de José Sacré et Camille Caloni. Pour le concert d'ouverture de sa dernière saison en tant que directeur artistique et musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Kazuki Yamada était bien sûr à la baguette pour diriger d'abord Phaéton, un poème symphonique de Camille Saint-Saëns, interprété pour la dernière fois à Monaco le 9 mars 1918 à la Salle Garnier sous la direction de Léon Jeune. Le maestro Yamada adore la musique française et en particulier Saint-Saëns. La symphonie numéro 1, composée par Camille Saint-Saëns à l'âge de 20 ans, était la deuxième pièce au programme avant Don Quichotte de Richard Strauss.
Soliste de ses variations fantastiques sur un thème chevaleresque, opus 35, l'un des plus talentueux violoncellistes de sa génération, Pablo Ferrandez, choisi par Kazuki Yamada comme artiste en résidence avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour cette saison. Well, I'm extremely honored to be artist in residence. Gives me an opportunity to explore different setups with the orchestra, different kinds of music, and also to kind of help the audience get to know me a bit better, different personalities I can show and different things. So yeah, it's a privilege and I'm going to enjoy it a lot. Incredible piece, this one, and it's so descriptive. It really shows every passage of the book, the windmills when he's delirious, dreaming, and he shows it with genius use of the instruments. As you mentioned, I am Don Quixote, so I will have to put my armor before the concert, and Sancho Panza is the violist. Prochain concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo le dimanche 28 septembre avec au programme Haydn, Schedrin et Shostakovich sous la direction de Mikhail Platnev. Et toujours concernant ce premier concert de la saison, c'est très agréable à écouter, mais c'est aussi très beau à voir. Et c'est pour cela que les photos de fin de journal de Philippe Fitt sont également consacrées à ce concert donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Juste après, vous retrouverez la météo de Frédéric Elion. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain, 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à toutes et à tous. Mardi, la journée sera globalement ensoleillée, surtout le matin avec un ciel bien dégagé. Puis l'après-midi, des passages nuageux plus denses sont attendus. Les températures chutent légèrement et seront comprises entre 17 et 23 degrés. Pour les baigneurs, l'eau sera à 24. Mardi 23 septembre, ce sera la Saint-Constant, mais aussi la journée internationale des langues des signes, instaurée par l'Assemblée générale des Nations Unies, afin de souligner l'importance des langues des signes en tant que moyen de communication pour les personnes sourdes et malentendantes. Alors, une bonne soirée sur Monaco Info. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.